Bonjour à tous, bienvenue dans les rencontres de l'hémicycle. On va s'intéresser aujourd'hui à un dossier d'actualité, un dossier international, parce que c'est aussi ça les rencontres de l'hémicycle. On va parler du Liban et de la situation très critique de ce pays qui, il y a encore quelques années, était appelé la Suisse du Moyen-Orient. Je suis très heureux d'accueillir sur ce plateau Namad Frem. Bonjour Monsieur Frem. Bonjour Monsieur Eric. Soyez le bienvenu. Vous êtes un chef d'entreprise à succès. Vous dirigez un groupe très important au Liban. Vous êtes député, vous êtes membre de la Commission des Affaires étrangères. Et on est en pleine élection présidentielle. Tous les jeudis, le Parlement au Liban se réunit peut-être un jour pour voir une fumée blanche sortir enfin de cette cheminée. Je suis très heureux de vous accueillir parce que, on le sait, le Liban est dans une situation économique, sociale, politique terrifiante. Est-ce que vous pouvez nous brosser rapidement un portrait de votre pays? Voilà, vous l'avez bien brossé en disant que c'est un problème compliqué, multidimensionnel. Ce n'est plus un problème unique. Il a commencé par être politique, il est devenu économique, puis il est devenu social et institutionnel maintenant. Et pour résoudre tous ces problèmes en même temps, ce n'est pas facile, mais il faut commencer par regarder où on peut commencer. C'est-à-dire le ventre mou, il est où? Et moi, je crois qu'il faut commencer par le plus important, qui est le côté social. Ce qui s'est passé, vous m'avez demandé ce qui s'est passé est le suivant. La classe politique libanaise, depuis 15 ans à 20 ans, s'était créé un système assez spécial. Elle a décidé de politiser toute l'administration libanaise pour des petits gains politiques, style élection et choses pareilles. Ce qui, en fin de compte, après 15 ans, l'administration libanaise, l'État profond libanais, ne fonctionne plus, ne crée plus de la valeur. Et en ne créant pas de la valeur, ça s'est répercuté sur le budget national. Chaque année, on a commencé à avoir un déficit de 3, 4, 5, et ça montait. On a atteint un niveau où la dette publique libanaise croissait chaque année de 6% ou 7%, et l'économie croissait de 1%. Alors, vous parliez de problèmes sociaux. Est-ce qu'on peut être un peu plus concret? On dit qu'on ne peut plus se soigner au Liban, que les médicaments manquent, les banques sont souvent fermées. Il est impossible de retirer du liquide sur ses propres économies. Est-ce que cette situation est juste? Non, cette situation, avant tout, c'est ce qui se passe depuis 2 ans au Liban. Ce cycle vicieux qui a commencé avec cette façon de faire, de procéder dans la gouvernance du Liban, s'est terminé dans les maisons de chaque personne au Liban. C'est terminé. C'est qui est en train de payer ça? Chaque famille libanaise qui a cru dans le modèle libanais et qui a mis ses épargnes dans les banques libanaises. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, du jour au lendemain, il n'y a plus de sécurité sociale. D'ailleurs, il faut savoir que le Liban, la sécurité sociale au Liban est l'une des plus anciennes. D'ailleurs, elle est la première du Moyen-Orient. Oui. Dans les années 50, elle a été formée. Et ça fonctionne très bien. Et avec les hôpitaux libanais et les médecins libanais qui sont de grande valeur, le niveau de vie et l'espérance de vie des Libanais était exceptionnellement allongée. On parlait de 80 ans. Ce qui se passe depuis 2 ans, chaque personne au Liban qui est malade a un problème majeur. Il doit regarder autour de lui. Les systèmes D fonctionnent beaucoup parce que les familles libanaises sont encore fortes. La diaspora libanaise est très forte et elle est assez bien reliée avec les familles libanaises. Alors ça fonctionne comme ça aujourd'hui, mais ça ne peut pas durer. Nous sommes en train de voir une chute libre dans l'espérance de vie du Liban. Depuis 2 ans jusqu'à maintenant, on peut revoir l'état de la santé libanaise, des Libanais, de leurs dents, quand ils ont un cancer, le problème ils peuvent plus soigner, majeur, plus de chimiothérapie. Bien, plus de chimiothérapie, c'est terrible. Alors, l'aspect social, on vient de l'évoquer. Il y a peut-être 2 sources d'espoir, puis on parlera de l'élection présidentielle juste après. 2 sources d'espoir. Il y a un accord important
économique et j'allais dire géopolitique qui a été signé avec Israël pour le partage de 2 gisements gaziers. Est-ce que ça peut fournir des recettes au pays? Et puis, deuxième question, souvent on dit la diaspora libanaise qui vit à l'étranger, lorsqu'elle revient en vacances, elle amène quelques devises et elle relance pour quelques semaines la machine. Avant tout, je commencerai par la deuxième. C'est vrai, c'est comme ça que le Liban a vécu depuis des centaines d'années, voire des millénaires. C'est le modèle phénicien, si vous voulez. C'était les cités-États qui envoyaient leurs enfants dans les bateaux faire du commerce partout dans le monde. Ce qui se passe maintenant au Liban, chaque 3 mois, en été, cet été par exemple, on a eu au moins 4 milliards de dollars en devises étrangères, au moins. On espère, Noël, qu'on va faire peut-être 1,5. On va avoir un temps mort, un creux entre Noël et l'été, parce que Pâques n'est pas quelque chose de très, je crois, ils ne peuvent pas venir facilement, les émigrés du Liban, mais ça donne des bouffées d'oxygène. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut résoudre le problème du fond. Il faut résoudre le problème qui a créé le problème. Et c'est là où peut-être cette crise, on pourra la tourner en quelque chose de bien. Sur l'accord avec Israël, qui est à la fois géopolitique et économique. Exactement. Le côté géopolitique est très important. Parce que pour la première fois, on a vu que les fractions libanaises ont décidé de travailler du real politique. C'est-à-dire faire quelque chose et penser, pas idéologiquement, mais pratiquement. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. C'est un point d'inflexion important qu'on peut construire sur ça pour aller vers l'avant. Il faut construire sur cette approche de comment on règle des problèmes et pas régler des problèmes idéologiquement. Parce que moi, je crois que quand il y a des gens qui meurent de faim, même s'ils ont une idéologie qui fonctionne bien, ça ne fait pas manger les gens. C'est pour ça qu'on peut construire sur ça. Maintenant, du côté économique, je crois que ça va prendre du temps pour que le Liban puisse avoir un retour économique tangible de cette histoire. Peut-être 3 ans ou 4 ans. Mais ce qui serait important, c'est qu'on pourra commencer à travailler dans les autres blocs. C'est-à-dire pas seulement dans les limites, dans les 2 gisements que vous avez parlé, mais dans les autres. Ça va démarrer la chose, mais je crois que ce n'est pas suffisant pour faire sortir le Liban de son problème. Il y a aussi en discussion depuis de longs mois un accord possible, on appelle ça un Stability Agreement avec le FMI. Est-ce que vous pensez que le Fonds monétaire international attendra d'y voir plus clair sur la présidence libanaise, sur les hommes qui vont incarner le pouvoir avant de signer et de décaisser les fameux DTS, les droits de tirage spéciaux? Moi, je crois que nous sommes encore, avant tout, je crois que oui, c'est très important que le FMI regarde et évalue le niveau de confiance avec la gouvernance, la nouvelle gouvernance du Liban. Parce que ce qui s'est passé n'est pas un problème technique, c'est un problème de qualité, de leadership. C'est ça la première chose. La deuxième chose, je crois que nous sommes encore loin d'un accord avec la FMI. De point de vue, les points de vue des 2 côtés sont encore loin. Pourquoi? Parce que le problème libanais est un problème spécial. Ce n'est pas un modèle qui a existé partout dans le monde. Les autres problèmes qui ont passé, par exemple, en Égypte ou en d'autres parties, sont très différents. Avec le Liban, c'est vraiment très compliqué. Et ça vient parce que le système de gouvernance du Liban est très unique. Cette fameuse collectivité dans les décisions crée une inertie exceptionnelle. Et il faut faire avec. Il faut essayer de travailler le modèle en même temps. C'est pour ça, moi, je crois qu'avec le FMI, il faut que le FMI regarde et comprenne que le vrai problème au Liban, c'est que maintenant, les institutions libanaises ne sont plus performantes. Ce n'est pas comment donner de l'argent, ce n'est pas seulement parler de le niveau, combien on vole au Liban, mais combien on produit au Liban.
C'est ça le problème. Le decision-making process, qui n'est plus productif, il est aussi néfaste que la corruption. Alors justement, et c'est là où il faut travailler. La corruption, Namat Frem, est en face des institutions qui sont chancelantes, qui n'existent quasiment plus. Est-ce qu'un nouveau pouvoir politique pourrait à la fois rayer d'un trait de plume la corruption endémique dans ce pays et revitaliser les institutions? Oui, sans doute. D'ailleurs, s'il y a l'objectif de cette nouvelle échéance, moi je crois le titre majeur de cette nouvelle échéance qui est la présidence maintenant, c'est créer un choc positif pour faire démarrer un chantier complet qui travaille sur ce sujet. Et je crois que c'est la seule façon de faire démarrer la machine, parce que tout est bloqué. Moi, je ne vois pas une façon de démarrer le système directement du point politique. Il faut parler, il faut utiliser, si vous voulez, cette brèche qui est les institutions qui sont en destruction complète pour faire démarrer le système. Je crois que reconstruire les institutions libanaises pourrait être le projet commun de toutes les factions de ce Liban qui est désuni. Ce serait le grand projet de ces 3 années à venir pour commencer à construire la nation libanaise, reconstruire la nation libanaise, le concept de nation qui est maintenant à l'état complètement inexistant. Et ça, c'est mauvais, parce que l'État libanais s'est détruit. C'est ça le problème. Alors, je vois qu'on parle politique. Il y a quelques mois après l'explosion dans le port de Beyrouth, le président de la République française s'est rendu sur place, quasiment quelques jours plus tard. On connaît les liens d'amitié, de fraternité entre la France et le Liban et la France. Ces liens sont encore très forts. Avant qu'on parle de la présidentielle, que disent les Libanais de cette visite d'Emmanuel Macron sur place? Elle a été salutaire, elle a permis au monde entier de prendre conscience de la situation dans laquelle se trouve votre pays? Avant tout, il faut la prendre dans son contexte. À ce moment-là, les Libanais étaient au désarroi, ils étaient choqués. C'était très important de voir qu'un président de la République, en l'occurrence la France, beaucoup de gens au Liban considèrent que la France, c'est la mère généreuse du Liban, qu'il soit là, parmi nous. C'était très important de ce point de vue-là. D'un autre côté, les Libanais ont senti, le peuple libanais, ont senti que il y a des gens qui ont senti un peu trahis parce qu'ils ont senti que le président croit toujours dans la classe politique libanaise. Et moi je comprends pourquoi il croit toujours, parce que c'est une classe politique qui a été élue librement par les Libanais. Et c'était un moment de vérité pour le peuple libanais, pour leur dire, et pour qu'on se dise nous-mêmes, mais on ne sait pas faire l'autre choix si on n'est pas content avec cette classe politique. Maintenant, quand on prend un recul de 3 ou 4 ans, moi je crois qu'elle était très importante, parce qu'elle a mis les lumières sur ces preneurs de décision dans le destin du peuple libanais, et tout le monde, avec le président Macron, leur a dit « aidez-nous à vous aider ». Et quand on voit qu'ils n'ont pas pu aider le monde pour que le monde aide le peuple libanais, je crois que ça va rester un point noir dans leur conscience, au moins dans leur conscience, peut-être dans les générations à venir libanais. Et ça, c'était très important. Sans faire cette démarche, le crime serait imparfait, si vous voulez, pour ces politiciens. Alors, parlons de vous, Namat Frem. Donc, je lisais des députés. Vous allez nous expliquer un peu comment le Parlement travaille en ce moment à l'élection, tous les jeudis, du futur remplaçant du président Aoun. Vous êtes chrétien maronite. Vous apparaissez comme une sorte d'intersection commune, peut-être de dénominateur commun entre les différents courants politiques. Vous apparaissez pour certains presque comme une sorte de candidat un peu naturel. Ça vous choque? Vous avez entendu parler de ces formulations? Bien sûr, je suis en plein dans
dans cette tourmente. En même temps, je travaille beaucoup sur ce sujet qui est essayer de trouver une solution à ce stalemate, comme on dit, à ce décalage du système, de la machine libanaise. Jusqu'à présent, c'est calé, ça ne bouge plus. Il y a peut-être 45 députés d'un côté, 60 d'un autre. Et la constitution libanaise, d'ailleurs, est très importante, et il faut noter ça. Dans la constitution libanaise, le quorum est de 85 députés sur 128, c'est-à-dire 2/3. Ça veut dire qu'on ne peut pas élire un président sans 2/3 du Parlement. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas élire un président qui soit un affront d'un côté avec des couleurs, comme on dit, très fortes. Il faut qu'il soit un centriste. Donc vous apparaissez comme une sorte de point d'équilibre. J'apparais comme un centriste. Je suis centriste sur les sujets sur comment construire des ponts entre les fractions. Je ne suis pas centriste dans les conditions, dans la vue de ce Liban. J'ai des vues très claires. Je crois dans un Liban uni, mais je crois dans un Liban productif, un Liban libre, un Liban souverain, un Liban qui est socialement, avec une répartition de richesses et des services publics qui créent la différence. Pour moi, je crois qu'un pays comme le Liban, qui est construit autour de 4 ou plus communautés, l'État, c'est-à-dire les institutions libanaises, doivent être le point de rencontre entre toutes ces communautés et créer de la valeur perçue. Ça doit être tangible. On ne peut pas dire que nous, on aime le Liban uni, mais le Liban ne donne rien à ses fils et à ses filles. C'est pour ça que les communautés libanaises sont en train de penser toujours, ou le peuple libanais est toujours en train de regarder de façon communautaire. Parce que le contrat social ou national libanais ne crée pas de la valeur tangible. Donc vous dites qu'il faut avoir à la fois une approche sociale et une approche régalienne du Liban. Oui, et en même temps avoir une approche économique du Liban, parce que le bien-être du peuple libanais est quelque chose de très important pour une certaine vision de ce Liban. Et ça, on ne peut pas dire qu'on ne regarde pas ça au nom d'idéologie régionale. Ça ne fonctionne plus. Les Libanais doivent voir que ce contrat national est en train de créer de la valeur qu'ils sentent dans leur maison. Est-ce que votre expérience de grand chef d'entreprise au Liban peut être utile? C'est-à-dire, vous avez une approche économique. Vous avez 10 000 salariés, vous êtes resté au Liban, donc à la fois vous connaissez bien le peuple libanais et vous avez cette expérience de chef d'entreprise. C'est ça, je crois, qui me prépare, si vous voulez, pour cette phase cruciale. Je suis prêt à être l'assistant d'un président ou bien le président. Je voudrais faire changer la chose, cette débâcle, ce naufrage qui s'appelle le Liban, vers quelque chose de bien. Je crois que cette crise, en sortant de cette crise, on peut créer les 100 années à venir pour le Liban, avec des institutions qui créent de la valeur, les questions modernes. Parce que créer une institution dans un pays où il y a des communautés aussi divergentes, c'est très difficile. Mais c'est un art et une science en même temps. Et je crois que c'est vraiment ce que je sais faire. Mais question difficile oui. S'il en est, Damad Frem, il y a 2 millions de réfugiés syriens au Liban. C'est un sujet très important. Donc c'est un sujet à la fois très important et j'allais dire très touchy politiquement par rapport à Damas. Il est moins touchy que vous croyez, que vous pensez. Intérieurement, il y a un accord parfait entre tous les Libanais. En tous les Libanais. Que les réfugiés syriens doivent retourner et on doit les aider à retourner et c'est très important à retourner et s'ils ne retournent pas, on a un problème majeur et même, je dirais, structurel et même qui risquerait l'existence du Liban même. Il y a plus d'enfants d'ailleurs
qui naissent de parents syriens au Liban, ces jours-ci, qu'il y a de Libanais qui naissent de parents libanais. Et ça, c'est très, très, très grave. Parce que les Syriens sont aidés par la communauté internationale pour vivre, alors que les Libanais sont laissés à leur propre sort. Ça d'un côté. Et de l'autre côté, il y a beaucoup de Syriens au Liban. Il y a beaucoup de Syriens au Liban. Maintenant, comment on fait? Il faut travailler avec la communauté internationale. Et quand on voit maintenant que la Syrie, ça commence à être plus stable, je crois le rôle de ce nouveau président aussi, c'est de créer cette confiance entre les pays voisins pour créer des solutions, pour trouver des solutions à ces problèmes majeurs et structurels. En même temps, l'essor économique du Liban serait un autre projet clé de cette nouvelle période, de ce nouveau mandat. Parce que ce qui s'est passé au Liban, cette chute terrible de niveau de vie, si on sait comment s'en sortir, on peut recréer une économie qui est différente de ce qu'on avait avant. On a besoin de créer une économie plus productive. Vendre des services est important, mais créer de la valeur, l'industrie, l'agriculture au Liban, le R&D, les Research and Development, les universités, les hôpitaux libanais peuvent créer un écosystème d'innovation exceptionnel. Et ça, c'est le nouveau Liban. C'est ça le nouveau Liban. Ce n'est pas seulement les nightclubs et les restaurants. C'est pas ça le Liban. Dernière question, Namad Frem. Vous le disiez tout à l'heure, il y a un blocage en ce moment au Parlement libanais, à Beyrouth, pour élire le futur chef de l'État du pays. Il faut 2/3 des voix des députés pour être élu président du Liban. Comment est-ce que vous voyez le débouclage? Comment est-ce que vous voyez les différents groupes évoluer les uns vers les autres? Moi, je crois que c'est dommage. On n'a pas pu libaniser suffisamment cette échéance. On avait tous voulu libaniser ça, c'est-à-dire avoir des décisions locales. Je vois maintenant que la situation est très claire. Nous avons, comme je vous ai dit, d'un côté 60 députés des 85 requises, 45 de notre côté. C'est-à-dire si un groupe va élire son candidat, l'autre détruira le quorum. Il y a un blocage qui ne se résoudra pas sans l'intervention des pôles régionaux. Et ça, c'est là où je crois que le président Macron est exceptionnellement bien positionné pour créer ces ponts et ces voies de communication. Comment créer un win-win scénario. Et ça pourrait être quelque chose qui servira tout le mandat, pas seulement avoir un président, tout le nouveau mandat, les 6 années à venir. Il faut qu'on ait un modèle, une décision, un consensus autour du Liban avec les pays de la région et les pays internationaux. Et la France peut jouer un rôle important. Très important pour créer ce consensus autour de ces 6 années à venir pour le Liban. Comment faire du nouveau projet Liban un win-win et un projet de reconstruction d'un pays. Comment reconstruire un pays qui pourrait être un failed state très, très prochainement si on ne fait pas quelque chose. Et ça, ce serait un fléau, un vrai fléau pour la région. Namad Frem, merci beaucoup de vos explications. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour ces rencontres internationales de l'hémicycle. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt.